1958, Oui. que faisiez-vous? 1958, j'entrais à l'université. Vous entrez à Je l'université. terminais mes études secondaires à la Tennis Saint-Gilles, pas loin d'ici. À la Tennis Alors, Saint-Gilles. latin-maths, Latin-maths, tout à fait. latin-maths, vous réussissez un examen d'entrée et vous Brillamment. dites, et vous dites Zut. zut. C'est un petit peu comme ma fille qui a fait un examen d'entrée en médecine, puis qui a dit zut, et qui a fait une année de psychologie, Ah, pour oui, après se relancer malgré tout en médecine. en médecine. Donc vous dites zut, vous aussi. Je dis zut parce que j'avais une intuition qui était fausse d'ailleurs. Oui, oui. Je me suis dit, la Polytech, j'étais préparé, je faisais les latin et maths, j'étais Oui, un oui. matheux et j'étais assez bon en maths. J'avais d'ailleurs rencontré un tuteur de résilience, comme on dit maintenant, avec Boris Cyrulnik, Monsieur Herry, qui m'avait pris en amitié, qui m'avait préparé, qui m'a aidé d'ailleurs à rentrer à l'UNIF, à payer les frais d'inscription, à avoir des bourses et des tas de choses. Puis j'avais l'intuition qu'un ingénieur travaillait dans une usine où il devait être sous les ordres d'un patron. Alors je me suis dit, moi, c'est pas pour moi ça. Je suis trop autonome, je suis trop indépendant, c'est pas pour moi de travailler dans une usine et d'être aux ordres d'un directeur. Et puis dès que j'ai mis les pieds dans un... Par contre, je voulais faire carrière académique, ce que j'ai fait, carrière académique. Et puis je me suis rendu compte, dès que j'ai mis les pieds dans un hôpital, Qui avait un patron aussi. qu'il y avait un patron aussi, Parce que vous auriez fait un bon architecte. et qui était un économiste. Vous auriez fait un bon architecte. Je pense. Même je pense. bon architecte d'intérieur. Parce que tout compte fait, vous avez été un architecte du cerveau. Hein. J'ai été un architecte du cerveau, oui, puisque c'est vous qui le dites. Encore une fois, et même plus loin, je vais dire une chose. Dans votre vie professionnelle, vous avez fait abattre des murs. J'ai fait abattre des murs. Donc vous voyez, vous aviez quand même toujours eu cette... Tout à fait, tout à fait. J'ai d'ailleurs un bouquin dans ma bibliothèque Oui. qui est architecture et psychiatrie. Oui. Je me suis fort intéressé à l'architecture et psychiatrie. Donc vous voyez, il y a toujours les maths qui sont restés là derrière. Tout à fait. Et d'ailleurs, le service d'urgence dans tous les hôpitaux du monde, encore aujourd'hui, quand vous demandez la psychiatrie, on vous dit c'est au bout de l'hôpital. Ici, vous êtes à l'entrée principale. C'est au bout de l'hôpital, juste avant la morgue. Voilà. Avant que les types meurent, Voilà. on va en psychiatrie. Et puis C'est un quand- petit peu comme à la confesse. Exactement. Comme à la confesse, comme vous dites. Oui. Et en psychiatrie, si vous demandez le service des urgences, c'est aussi au fond, et c'est caché, et c'est colmaté, et c'est fermé. Et il y a d'ailleurs une chambre forte pour que les fous dangereux puissent se taper la tête et ne pas se blesser. Mais quand vous rentrez en médecine, vous Moi, ne j'ai savez fait pas encore l'inverse. vous allez faire de psychiatrie. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous démarrez, c'était déjà 7 ans à l'époque. C'était 7 ans, Et maintenant là, c'est 6 ans. Oui, Ils ont enlevé une année. ma fille a fait 7 ans aussi. Elle a fait 7 ans Elle a fait aussi. 7 ans aussi. Mais quand est-ce que vient un petit peu cette curiosité C'est vers... en faisant la médecine. Je me suis dit, je ne vais pas me limiter au corps Mhm. et à l'aspect organique. Et puis j'aimais bien C'est parler. venu en quatrième, ça, en C'est quatrième. venu en quatrième. Voilà. Mais entre-temps, j'ai eu des rhumatismes. J'ai vu le fameux professeur Bastoni, peut-être que votre fille a encore eu Non, des c'est- cours avec. Il était professeur de médecine interne. Bon, elle a fait à Leuven. Elle est un peu plus jeune que moi. Elle a fait Elle a fait à Leuven, voilà. Leuven. Oui, oui. Et puis elle est un peu plus jeune que moi. Je suis un vieux. Je ne me rends pas compte, mais je suis vieux. Il y avait le professeur Bastoni, professeur de médecine interne, qui était la grande chaire, et qui faisait le service médical pour les étudiants. D'accord. Et donc je commençais à avoir des rhumatismes en troisième année, quatrième année. Il m'a dit, mon cher, il m'a examiné, il m'a fait des prises de sang. Il m'a dit, mon cher ami, tu peux arrêter ta médecine. Parce que des gardes, c'est hors de question, tu n'en feras pas de garde. Dans 6 mois, tu es dans une chaise roulante. Alors, conclusion, Vous avez vous, lu. voilà, j'ai lu aussi, j'ai lu avec Voilà. beaucoup d'humour, vous dites, Ouais. bah, écoute, alors psychiatrie, c'est ce qu'il me faut. Voilà. Moi, je peux même faire ça en Je chaise peux roulante. pas- Exactement. J'ai dit, je peux le faire en chaise roulante. Voilà. Fumer un cigare, j'ai déjà l'habitude. Je peux le faire. Et je peux me mettre en chaise roulante. Et d'ailleurs, le patient ne me verra quand même pas, je serai derrière lui. Et moi, je le verrai. Mais vous savez, bon, sans parler de ça, mais l'autre jour, il y a quelques mois, je reçois ici à côté de moi, Richard Miller. Oui, Richard Miller, oui. J'ignorais son handicap, pourtant je le connais depuis des années, mais j'ignorais son handicap. Et moi je voulais lui demander, mais comment fais-tu pour tenir les rênes Ouais. de tes activités? Je lui dis, montre-moi tes mains. Il me fait une main, il ne me montre pas l'autre. Une main, Parce voilà. qu'il avait toujours, enfin voilà, Caché. pour vous dire, voilà, Ouais, donc tout à fait. l'handicap on le surmonte d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. tout Donc à vous fait. êtes devenu médecin, Je suis devenu médecin, malgré ça. malgré ça. Avec ça, je suis devenu médecin. Mhm. Et j'ai dit non, je m'entête. Et si je dois faire, je ferai la psychiatrie. C'est ce que je raconte
c'est pas vrai. J'étais déjà intéressé par les affaires intérieures, les réflexions. Oui, mais regardez Sarah qui faisait psychologie pour commencer, puis qui a des fourtes à la psychologie pour faire médecine. Voilà. Donc il y avait quand même une recherche, Ouais, il y il y avait une quelque recherche. chose. Quoi. Il y avait quelque chose, il y avait quelque chose. Mais Voilà. ce quelque chose, enfant, vous étiez déjà un observateur de l'autre, Oui, je crois. parce que je pense un petit peu, quand on va encore beaucoup plus tôt, quand on voit que vous faites de vos pieds et de vos mains en disant « moi je ne mange pas, mes parents viennent me rechercher », c'est que vous êtes déjà un manipulateur. Là. Ouais. Je travaillais les autres, je manipulais Voilà. tout le monde. Et c'est peut-être pour ça que je Donc c'est vais tout écrire jeune. un livre, Gens et dirigeants. Oui, oui. Parce que je trouve que ça m'a toujours obsédé comment les gens se laissent manipuler par d'autres personnes. Ah, ouais, Se laissent manipuler par... Parce que vous c'est auriez voilà. été scout. Quel est le totem que vous auriez eu? Je sais pas, allez-y, dites-moi. Je sais pas, j'essaie d'imaginer un petit peu. Cheval cabré ou bien poulain fou, Poulain fou plutôt. il me semble. Hein? Je suis un peu fou, oui. Poulain fou, je cours n'importe où, je vais n'importe où. On me demande, je vais, je réfléchis pas, je réfléchis à Donc rien. madame retient la longe de temps en temps. Tiens, elle allonge un peu, oui. D'accord. Elle allonge pas tellement, mais elle tire la longe. Bon, mais la psychiatrie à votre époque, c'est pas courant. Non, c'est pas courant du tout. On était très, très peu nombreux. C'était pas courant et il n'y avait rien, il y avait rien. Vous savez, quand moi j'ai commencé la psychiatrie, il y avait juste à parler avec les gens et on pensait que... Il y avait une sommité française à cette époque-là. Il y avait Sivadon qu'on a fait venir chez nous. On n'avait pas de prof belge de psychiatrie. Voilà. Aucun professeur belge. Pourquoi? Parce que la règle était qu'il fallait être agrégé. Il n'y avait pas le premier agrégé. Avec Mendelevitch à l'ULB et moi-même aussi, on était les deux premiers agrégés en psychiatrie. Oui, d'accord. Moi sur l'alcoolisme, lui sur la génétique de la Mais dépression. l'alcoolisme, écoutez, on fait un stage chez un toubib dans la région de Chimay. Hein, on Voilà. vous offre une Chimay à chaque visite, et puis, tiens, oui, vous êtes amateur de belles voitures, Carmen Gia. Tout à fait, Carmen Gia, oui. Ben, elle était là, il m'a dit, tu peux l'utiliser, mon cher ami. Alors je l'ai utilisé, puis je me suis retrouvé dans le fossé, parce que, effectivement, quand je commençais à faire mes visites chez les patients, le matin, on faisait les visites le matin, et l'après-midi, on recevait dans son cabinet. Et je faisais les visites le matin, chaque fois que je passais dans une ferme, vous prendrez bien un petit verre, docteur, hein, une petite chimée. Alors, et la première ça allait, la deuxième un peu moins fort, la troisième, bonjour les... Vous la goûtez encore, la Chimay, maintenant? Non. Non. Oui, mais voilà, mais ce sont de belles anecdotes. Là, Ce ça. sont de très belles anecdotes. Je me suis retrouvé, et je devais aller à un cocktail chez le maire du coin. Et je me suis retrouvé, on a dû faire venir une grue avec un truc pour me soulever du fossé. Voilà. Chimay tient bon. Mais donc là, c'était en médecine, ça. C'était pas Ça, encore en c'était en psychiatrie, médecine, c'était oui. en médecine. Donc, Et la psychiatrie, comme vous dites, peut-être que... Enfin, je raconte que c'était c'est naissant, rhumatisme. c'était naissant, hein, c'était naissant. Ouais, c'était naissant, mais je m'intéressais. Et je parlais déjà beaucoup, ce que je continue à faire. Il faut qu'on me coupe la parole pour me faire taire. Lacan, Alors Lacan, oui, Lacan. là, c'est une rencontre exceptionnelle. On est en 68, là. Mais vous connaissez tout de moi, Ah. mieux que moi, mieux que ma mémoire. En tout cas, 68, j'étais à Paris. Je raconte aussi. Il y a beaucoup d'histoires que je raconte. Je raconte que c'était pour faire ma 3e année de psychiatrie, je voulais faire de la recherche. Et comme à Bruxelles, il n'y avait personne, j'ai demandé à Sivadon. Il m'a dit, oui, je peux te faire un mot de recommandation pour mes amis Henri, qui était à l'époque dans ces hôpitaux-là, et qui étaient les grands patrons de la psychiatrie, de Lay, qui est à l'Académie française, de Necker, Pichot. Alors Pichot, il revenait des États-Unis où il avait fait les méthodologies d'évaluation, il commençait à s'intéresser un peu à l'évaluation en psychiatrie. Alors je raconte, mais en fait c'est pas la vérité. J'ai été à Paris, vous savez pourquoi? Parce que ma femme était parisienne. Voilà, Elle terminait sa 4e année de dentisterie. de dentisterie. Vous avez remarqué. Beau prénom, c'est comme ma marraine, Nelly. Nelly. C'est pas courant. Hein. Nelly et Easy. Voilà, oui, c'est pas courant. C'est simple. Mais bon, en revenant un petit peu, il y avait des hôpitaux avec des fous hein, dans le temps, il n'y avait pas encore de clinique psychiatrique. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. On a dû tout créer. On a dû tout Donc quand créer. vous découvrez encore les camisoles ou tout ça, je présume. Oui, tout à fait. Les camisoles de force, Oui. les piqûres d'insuline, les chocs. Les chocs Ça vous choque aussi, ça? Ça me choque aussi. Ça me choque aussi. Et alors les médicaments sont arrivés juste après. Les médicaments qui aident vraiment. Donc les neuroleptiques pour calmer les gens, les somnifères pour les faire dormir. On faisait des cures de sommeil à tout le monde parce qu'on ne savait rien faire d'autre.
Pendant ce temps, on était tranquille. Les médecins étaient tranquilles. Le patient, je ne sais pas ce qu'il était. Quand il se réveillait, il était tout aussi fou qu'avant. Il n'était pas moins fou, mais il était tout aussi fou qu'avant, tout aussi agité. Mais les médecins étaient tranquilles. Donc on faisait des cures de sommeil à tout le monde. On faisait des chocs parce qu'on avait l'idée qu'on avait attrapé une dépression ou un délire parce qu'on avait eu un choc traumatique. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, mais pas celui-là. Donc en donnant un deuxième choc, on va guérir. Donc on a inventé des chocs, des thérapeutiques de choc, des chocs insuliniques. On a fait des tas de saloperies à des gens. Mais on faisait avec les moyens du bord, on faisait ce qu'on pouvait. Vous parlez de choc. Ouais. Quand avez-vous croisé ce personnage? Ah, Siggy Hirsch au cœur des thérapies. C'est un homme que j'adore. Vous le connaissiez déjà à cette époque-là? Non, non. C'est venu par après? C'est venu Beaucoup plus par après. Pourquoi pas. Vous savez, j'ai pas du tout, je me suis intéressé maintenant un peu à la Shoah, à tout ce qu'il y a eu pendant la guerre, qu'on a bien voulu me raconter, mais moi je suis né pendant la guerre. Donc j'ai peut-être... Il était beaucoup plus âgé, il a une bonne dizaine d'années. Il est beaucoup plus âgé. Oui, il a une dizaine d'années en plus, 10-15 ans en plus. Il a 15 ans de plus que moi, je crois. Il habite le quartier ici. Il habite derrière le coin. Oui, oui. Il habite derrière le coin. Ici, c'est rue du collège, c'est derrière le coin. Il habite pas loin. Et il est toujours Mais pour moi, c'est un grand bonhomme. Hein. C'est un très grand bonhomme. Siggy Hirsch. Et vous savez qu'on a dû se battre. Je me rappelle, un de mes adjoints, Pierre Fossion, un de mes adjoints, on a dû se battre parce qu'on voulait le faire rentrer à l'université. On avait dit qu'il a toutes les compétences pour faire bénéficier les plus jeunes de ses enseignements. Il n'a jamais voulu. Vous savez que pour pouvoir travailler, faire des petits... Il a apporté les thérapies familiales, conjugales, familiales, etc. C'est un champion. Il a fait les sculptures. Il a dit, dessinez-moi un peu, sculptez-moi un peu votre grand-mère, qui est passée dans les chambres à gaz à Auschwitz. Sculptez-moi un peu votre grand-mère. Alors les gens disaient, oui, le souvenir que j'ai, elle avait un sourire magnifique, elle avait des cheveux, elle avait des trucs. Et il sculptait. Et puis il commence à parler de ces gens-là, il commence à parler des enfants, des émotions qui ressortaient à leur égard. Et puis les gens se sentaient beaucoup mieux. Parce qu'il pouvait il a un don unique. Il a un don terrible. Il a un don... Non, j'ai fait sa connaissance en fait en Israël. D'accord. Où un de mes amis, que j'ai appris aussi à connaître après, Shaul Harel, qui était un enfant caché comme moi, qui était un peu plus âgé que moi, mais qui était enfant caché pendant la guerre, juif d'origine, parents qui sont morts dans les camps de concentration. Et lui, il a été Siggy Hirsch, qui a fait 4 ans de camp de concentration, et dont le boulot était d'enfourner les cadavres dans les fours crématoires. Pour se rendre utile, il avait fait avec des copains, il était de Berlin, originaire de Berlin. Ils avaient fui Berlin, toute sa famille avait fui Berlin lors de la nuit de cristal, où ils avaient tué des juifs, ils avaient massacré des synagogues, etc. En se disant, la Belgique c'est un pays sain, sûr, certain, on en sera en sécurité. Ils sont venus ici, l'Allemagne envahissait la Belgique quelques jours après. Et donc, il a fait ça, et puis il s'est dit, si j'en sors, vous savez qu'il s'est marié avec une autre d'Auschwitz, sa femme. Il s'est marié avec une autre d'Auschwitz, si j'en sors, je m'occuperai des jeunes orphelins, parce qu'il y a beaucoup d'orphelins, il y a des jeunes cachés, si j'en sors, et il en est sorti. Mais c'est un athlète, c'est un Tarzan, il faut voir des photos de lui. On a vu quelques photos lorsqu'il y a eu, lors de ce symposium, un hommage qui lui a été rendu, voilà. Souvenez-vous. 90 ans ou 80 ans, il avait 90 ans ou 90, je pense. 90 peut-être. C'est à ce moment-là, c'était Didier Vivier qui était recteur de l'ULB, et j'avais convaincu Didier Vivier de l'inviter et de dire qu'on offrait la salle. C'est à l'académie maintenant. C'est à l'académie aussi, oui, à l'académie. Alors Didier Vivier venait d'entrer à l'académie, président d'une section, je pense. Il était recteur aussi à l'époque. Et ça, c'était les 80 ans. Mais 10 ans plus tard, à ses 90 ans, on a fait un hommage à l'ULB. Et là, il a accepté... Près de Delta, c'est ça. Oui, voilà. Il a accepté une médaille, simplement un honneur.
il est accepté d'être docteur honoris causa de l'ULB. J'ai assisté à ça. Et vous avez assisté, moi j'étais pas là. Vous avez assisté à sa nomination de docteur honoris causa à l'ULB, qu'il a accepté finalement de mettre les pieds à l'université. C'est un self-made, il s'est construit lui-même, tout à fait, avec son expérience de... Et donc il a construit, il a dirigé un home où il a hébergé des jeunes orphelins des parents qui étaient morts à Auschwitz après la guerre. Il avait 18 ans, je crois. Il avait 18 ans, il a fait de 14 à 18 ans, il a fait Auschwitz. Et à 18 ans, il en est sorti. On lui a confié la direction d'un home d'accueil pour des jeunes. Côté de Limal, par là, je pense. Oui, c'est ça. Magnifique. Quelle mémoire vous avez. Oh, non. Encore. Bravo. Et donc, était hébergé aussi, ce Shaul Harel, qui a vécu dans ce home, a été recueilli dans le home après avoir été caché dans des congrégations religieuses catholiques en Belgique. Les catholiques ont fait beaucoup de choses, des congrégations religieuses. Et cette année, nous devions, pour me dédouaner un peu, comme j'ai du temps, je me suis accroché à la SBL, Enfants Cachés. Il y a une SBL, Enfants Cachés. Et j'ai dit, je vais animer un groupe de parole. Souvenez-vous, Éric Emmanuel Schmitt avait fait un roman, L'enfant de Noé. Exactement. Avec un curé dans la région de Namur. Exactement. Et il venait, d'ailleurs, il a mis un hommage à l'abbé. L'abbé, mais alors à son ami. Oui, je n'ai pas son nom. Son nom m'échappe. Enfin, oui. Eh bien, savez-vous qu'il venait avec ce monsieur qui était un enfant caché, il venait à la librairie aussi. Il venait aussi à la librairie. Une fois, il est venu, il nous a présenté donc ce monsieur, Perlmutter. Perlmutter. Voilà. Perlmutter, oui. Voilà. Pierre Perlmutter. Pierre Perlmutter. Eh bien, voilà. Et l'abbé était... Eh bien, on devait fêter cette année-ci 2020-2021, on devait fêter les justes parmi les nations, les justes belges, à commencer par la reine Elisabeth, dont la petite fille va être la prochaine reine des Belges. Voilà. La fille de Philippe va être la prochaine reine des Belges, elle s'appelle aussi Elisabeth. Et en hommage à la reine Elisabeth, sa grand-mère ou arrière-grand-mère. Son arrière-grand-mère. Son arrière-grand-mère. Oui. Arrière-grand-mère. On voulait faire, parce qu'elle a aidé beaucoup de juifs, elle a sauvé beaucoup de juifs qu'elle connaissait très bien, la communauté belge. Et elle a aux grandes dames des Allemands, évidemment. Aux grandes dames des Allemands. Et en mettant leur vie en péril. Et des gens simples aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir, donc j'ai fait un groupe de parole d'enfants cachés au service social juif ici à Bruxelles, rue du Pessiot. Et la moyenne d'âge, tenez-vous bien, était de 85 à 95 ans. Et ces gens se déplaçaient. Oui, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de parler. Et ils se déplaçaient, ils se faisaient conduire par des amis en voiture, etc. Ils venaient, on avait un groupe de parole. Et j'ai dû malheureusement l'arrêter, vu le Covid. La Covid, on a dû arrêter les Moi, je me souviens des témoignages que j'avais de la clientèle que j'avais à Knock. Même avant qu'on se rencontre à la librairie, je voyais des vieilles dames avec qui avaient sympathisé avec moi, avec les enfants et tout ça. Parce que, écoutez, quand vous avez des enfants, que vous dites David, Sarah, qui sont le nom des enfants, ah bon, tout de suite, ces gens, voilà. Et puis en parlant, est-ce que dans votre famille, et on me montrait, je dis non. Parce que, alors, ces gens me disaient, vous savez que même mes enfants et mes petits-enfants n'ont jamais vu ça. Non, jamais vu ça. Non. Vous savez, ils n'ont pas parlé, les gens. Voilà. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Je me suis un peu penché sur la chose. On donne plusieurs interprétations, il ne parlait pas. Je pense que c'est Boris Cyrulnik qui a bien développé. Il a aussi dit, je me souviens, oui. Il a écrit un livre. Mais il a écrit ça à la fin, même, il y a quelques années. Parce que lui aussi. Lui aussi. Ah, lui aussi, il s'en est échappé. Dans ce souvent, Sauve-toi, la vie t'appelle. Vous avez vu ce film? Magnifique. C'est mon histoire, donc je suis resté finalement avec mon papa et ma maman, cachés. On est resté cachés, on a tous été sauvés. On est passé à travers les mailles du filet. Je sais très peu de choses. Vous savez, mon père, plusieurs fois, je lui ai posé la question, mais vous étiez combien de frères et sœurs? Il ne savait pas. Ou il disait qu'il ne savait pas, qu'il ne voulait pas. Voilà, c'était gommé. C'était gommé. Et il ne parlait pas. J'ai compris, je me fais à l'idée qu'il ne parlait pas
parce que ma mère n'en parlait pas plus que ça non plus. Il n'en parlait pas. On ne peut pas parler de choses anciennes, de traumatisme. Si on se met à parler de ça, on s'arrête de tout faire. C'était tellement horrible, il s'est passé des choses. Siggy Hirsch le sait, lui qui a vécu ça de près. Il s'est passé des choses. Avec quelle force il en parle. Hein. Oui. On sent qu'il y a des tripes là derrière. Oui, il y a des tripes. Il y a des tripes. Il l'a su parce qu'il connaissait, il a vu. Et quand il fallait... Mais il a décidé de prendre le taureau par les cornes. De prendre le taureau par les cornes, d'y aller, de faire ce qu'il a à faire, et le mieux possible. Et je crois, vous connaissez Nicolas Taleb, qui a écrit plusieurs livres, l'antifragile, autour de l'antifragilité. Nous les psys, on raconte, que j'en parle dans mon dernier livre, j'en parle un peu, on raconte que le traumatisme, ça fout les gens en l'air. Et que des expériences renouvelées, dès qu'il y a un petit rappel d'un traumatisme ancien, ça les met en déconfiture et ça les met à plat. C'est vrai et c'est pas vrai. Parfois, c'est ça. Mais le plus souvent, c'est pas ça du tout. Et je comprends tous mes coreligionnaires juifs qui ont survécu. Ils ont survécu, ils ne veulent plus parler de ça. Parce qu'ils s'occupaient d'élever une famille, de faire leur boulot, de faire... Et vous pouvez pas... Comme je dis à mes patients, vous savez, on ne peut pas être au téléphone sur deux lignes en même temps. Ou bien vous parlez à l'un, ou bien vous parlez à l'autre. Et puis c'est tout. Donc on ne peut pas parler de ça, être submergé par ces choses horribles qui se sont passées, élever sa famille, aimer ses enfants, s'en occuper, faire ce qu'il faut, monter une famille, un ménage. Écoutez, quand on voit un petit peu la bibliographie de tout ce que vous citez, ce n'est pas en étant pratiquant que vous avez pu, non, c'est par après. Moi je vois, si je prends l'exemple de ma fille, bon, il y a la littérature, il y a, je vais dire, il y a les cours, il y a les symposiums, on s'intéresse, mais on se spécialise en quelque chose de bien précis. Voilà. On n'a pas le temps d'aller dans tous azimuts. On n'a pas le temps. Et j'ai le temps maintenant d'écrire, parce que je suis à la retraite, que je fais de ma vie ce que j'ai envie de faire. Et ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'amuse le plus, et où j'embête personne en plus, c'est de m'occuper, c'est de lire des articles, de réfléchir, d'écrire, de lire, écrire et réfléchir. Alors, on voit, vous arrivez, il n'y a que des asiles de fous, il y a des hôpitaux, et vous dites, bon, ça c'est pas comme ça que moi je conçois mon futur métier, ou mon métier. Comment parvenez-vous à prendre votre bâton de pèlerin et à aller frapper aux portes qu'il faut en disant, écoutez, voilà ce que j'ai envie de faire. Comment ça s'est passé, ça? J'avais du culot, je crois. Et puis j'étais chef de service. J'étais rapidement chef de service à 40 ans. J'étais chef de service. Donc j'avais une autorité. Quand moi je disais quelque chose, je disais comme ça et ça va être comme ça. Vous savez, un jour, une secrétaire me téléphone. Je suis en train de quitter chez moi. J'habitais Excel, ici tout près de la place Flaget. J'habitais à la rue Giron. Pendant 40 ans, j'ai habité là. Ce n'est qu'à la veille de ma retraite qu'on est parti à Hugle, parce qu'on pouvait se le permettre, et que c'était plus aéré, puis d'être là. Avant de partir, une secrétaire me téléphone, on est bloqué à la consultation, le directeur général de l'hôpital vient de nous enlever 2 secrétaires de la consultation. J'ai dit, comment vous faites avec les dossiers? Ah ben on ne sait pas sortir les dossiers, on n'a pas le temps, on doit sortir les dossiers. Alors j'arrive. Ne bougez pas, j'arrive. Vous ne voyez personne, enfin, vous faites ce que vous pouvez, j'arrive. Et je parle avec le secrétaire, ils me disent, oui, le directeur général a décidé, à juste titre, il y avait une femme qui devait accoucher, une autre qui accouchait, il a réussi, c'est son rôle, c'est son boulot. Mais moi, je n'accepte pas. Alors, je vais à la salle d'attente, je dis à tous les patients, vous savez, aujourd'hui, excusez-moi, mais on ne va pas vous voir, parce qu'on ne peut pas prendre vos dossiers. Donc moi je refuse, je suis le chef de service, professeur Pelk, je suis le chef de service, j'interdis à mes collègues de vous voir sans dossier, sauf si le médecin connaît votre traitement, mais sinon on va se tromper, on va faire des erreurs, on va faire des tas de trucs. Ouais, comment ça va? J'ai traversé toute la ville pour prendre rendez-vous, ça fait 3 semaines que j'attends ce rendez-vous, je vais aller réclamer chez le directeur. Je vous accompagne, madame, on va tous aller chez le directeur. J'ai pris la tête du cortège, on a tous été chez le directeur et on lui a annoncé. Il m'a dit, ben, monsieur Pelk, moi j'ai fait mon boulot, j'ai redistribué dans l'hôpital. Sans penser aux conséquences. Sans penser aux conséquences.
Ouais, mais vous n'avez pas pensé aux conséquences, moi, je regrette, mais je ne peux pas. Il dit, vous avez raison, mais je dois faire une note à la direction générale, au CPS, qui était à l'époque la grande direction de l'hôpital Bruckmann, et vous aurez une admonestation paternelle. Vous aurez sans doute une admonestation. 8 jours après, le secrétaire général me téléphone, mon cher ami, je dois vous convoquer devant le conseil de l'aide sociale, oui, parce que vous avez fait une connerie. Ben, je dis, ben, j'assume. Si c'était à refaire, je la referai. Donc, vous me demandiez comment ça s'est passé, ça s'est passé comme ça. Culot, quoi. Ça s'est passé comme ça. Il faut bousculer les choses. Il faut bousculer les choses quand on a de bons arguments. J'avais toujours, je ne faisais pas mes fantaisies parce que je voulais les faire, mais je trouvais que j'expliquais aux gens, je dis, écoutez, on va se tromper, on va vous donner un mauvais traitement, on ne sait pas ce que vous prenez, etc. Sauf les nouveaux patients, on va mettre sur une feuille de papier, etc. Mais ceux que l'on voit en traitement, non, moi je refuse que l'on vous voit si on n'a pas de dossier. Bon, c'est comme ça. Depuis lors, j'ai dit, c'est moi le chef. Il a dit non, c'est moi le chef, je suis le chef administratif, le secrétariat. Eh bien, je dis non. Toute personne qui est en contact avec des patients, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide, même les femmes de ménage. Et je veux que dorénavant, les femmes de ménage, nous les voyons, nous, chefs de service et mes adjoints, nous les voyons et on autorise les toquer, on n'en a pas besoin. Voilà. Qui racontent n'importe quoi aux patients, qui disent n'importe quoi, on ne veut pas. Donc c'est moi le chef, c'est pas vous. Tout ce qui se passe dans mon enceinte, c'est moi le chef. Ok. Alors donc je suis passé devant le conseil de l'aide sociale, j'ai une admonestation paternelle. On m'a dit écoutez, je ne peux pas faire autrement, mais je dois le faire, je le fais, et puis voilà. C'est comme ça. Donc vous me demandez comment ça s'est passé, ça s'est passé au culot. Donc même au niveau de la conception du futur hôpital. Tout à fait, tout à fait. J'ai commencé par abattre des murs. Vous savez, Bruckmann, il y a toute une enceinte de murs, qui était un ancien truc. On était près de l'anatomie pathologique, la nécropsie. On faisait les autopsies de patients décédés. J'ai ouvert le mur. Mais enfin, ça ne va pas. Il y a des jeunes filles ici, des jeunes patientes hospitalisées. L'été, c'est en plein été, elles vont se mettre en bikini sur le gazon et les voisins qui ont leur balcon juste en face vont les voir. Et alors, ça va les distraire. S'ils voient des belles jeunes filles, ben, tant mieux pour eux. Eh bien, ça va les distraire. J'ai fait abattre les murs, j'ai dit c'est moi le chef. Et c'est comme ça. Donc on a commencé à créer les pavillons. On a commencé Alors j'ai dit, je veux des pavillons parce qu'on a été... D'ailleurs, je vous invite, on va aller voir le service de Sivadon, qui était notre grand patron de psychiatrie qu'on avait fait venir de Paris, qui avait créé en France, il était le directeur psychiatrique, le chef de service de la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. C'est de là qu'il me vient. D'accord. Parce que je me suis occupé de l'éducation nationale. Il était le grand patron de cette affaire-là. Et j'ai dit, lui, il a créé des pavillons. Il a créé des pavillons parce que les patients évoluent. Ils évoluent pendant leur séjour. Donc on ne va pas les maintenir dans une petite salle. Au fur et à mesure qu'ils prennent, qu'est-ce que l'on vise? Qu'est-ce que l'on vise chez ces patients? Qu'ils reprennent leur autonomie, qu'ils puissent vivre de leurs propres ailes, pas qu'ils soient assistés. Assister, c'est facile, mais en assistant, on ne leur rend pas service. Et je retrouve exactement la même chose. Vous avez vu les Américains qui se taillent de l'Afghanistan maintenant, après 20 ans, ils ont dépensé 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Et les talibans avancent et reprennent du terrain. Si on ne laisse pas les gens s'occuper de leurs affaires, si on pense à la place des autres, ça ne marche jamais. La démocratie, c'est un bel exemple. Je l'ai créé dans Jean et Dirigeants. Je l'ai déjà écrit en partie. Voilà. Il y aura un chapitre sur l'Afghanistan, exemple. Le Mali, c'est la même chose. Les Français, ils vont se tailler aussi, ils vont se tailler. Et tôt ou tard, les seuls pays, la démocratie, ça prend du chemin, ça prend du temps, il faut du temps. On ne sait pas l'imposer. Ça ne s'impose pas. Le bien-être, comme le bien-être des gens, ne se fait pas malgré eux. Il faut qu'ils fassent l'expérience, qu'ils aillent dans le mur quand ils font l'expérience. Vous savez maintenant, le dernier livre que j'ai écrit, L'humain, le bien et l'autre, il y a un chapitre sur apprendre. Pourquoi? Parce que la neurobiologie a fait des progrès énormes depuis qu'on a les PET scans
Depuis qu'on a les scanners cérébraux, on voit non seulement la topographie du cerveau, voir s'il y a une tumeur, une boule, un endroit qui... Mais on voit comment il fonctionne. On voit les connexions. On voit les connexions. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend des tas de choses. On apprend comment? On apprend. Stanislas Dehaene, qui est un éminent neurobiologiste, qui a été nommé par le ministre français de l'enseignement Blanquet. Il a été nommé président de la commission de l'enseignement, etc. C'est un chercheur, un neurobiologiste. Il étudie le cerveau, il commence à découvrir comment on apprend. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les anciens dictons populaires. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, retravaillez-le, polissez-le et le repolissez. La Fontaine. La Fontaine au Boileau, je me dis. En parlant de ça, les parents Pelk vivent toujours à ce Non, moment-là? ils sont décédés. En quelle année? Oh, il y a quelques années déjà. Ma mère est décédée à 83 ans. Mon père est décédé plus tard, à 94 ans. D'accord. Il a été secouru, il a vécu ces dernières années chez ma fille quand il était seul, pas chez ma fille, chez ma sœur, Denise, avec qui on avait été placé, qui est décédée elle aussi. Elle a été, je ne le dirai jamais assez, elle est partie il y a 15 ans, quand moi j'étais à la retraite. Elle est partie vivre en Israël. Pourquoi? Parce que ces deux filles, on peut le dire publiquement, je l'ai écrit dans mon livre, ces deux filles sont parties en claquant la porte, parce qu'elles en avaient marre, c'était intenable. Mon beau-frère était un très brave type, mais c'était aussi un enfant caché. Et ces gens étaient, vous n'imaginez pas les destructions mentales que ça a provoqué chez des jeunes. Certains ont survécu, je vous l'ai cité tout à l'heure, Nicolas Taleb, qui a écrit l'antifragilité. Il dit d'ailleurs qu'en français, il n'y a pas de mot. Il dit, je ne peux que vous proposer Antifragile. C'est le titre d'un de ses livres, Antifragile. Alors qu'est-ce qu'il raconte, Taleb? Il dit que quand on a vécu un traumatisme, on est peut-être sensibilisé, comme disent les psys, comme nous disons, et s'il y a quelque chose qui vient rappeler un événement plus ou moins semblable, ça réactive des tas de souvenirs, des tas de choses. C'est vrai, pour certains. Mais pour d'autres, il est vrai aussi que cette fragilité donne naissance à d'autres possibilités et on doit se débrouiller autrement. Vous savez, l'antisémitisme, c'est une affaire de longue date. Moi, mon opinion, c'est qu'il n'y a que de la jalousie là-dedans. Parce que ce sont des gens qui se débrouillent. On a voulu les tuer, on a voulu les massacrer depuis des générations, depuis toujours. Ils se tapaient déjà dessus l'un l'autre avant. Ils se tapaient déjà. C'est un petit peu comme dans un village, il y avait des guerres de quartier. Mais évidemment, ils se tapaient dessus. Ils se tapaient dessus, mais après on leur tapait dessus. Voilà. Alors moi, après la guerre, à l'Athénée, à l'école communale de Saint-Gilles, sale juif, j'entendais aussi sale wallon, sale bruxellois, sale quête. Ticcio, l'italien. Voilà, Ticcio. Ça glissait sur mon indifférence. Mais je me bagarrais. J'étais un petit quête et je me bagarrais avec des gens. J'abordais tantôt le papa, le père, Ouais. c'est pour aborder un peu la spiritualité. Quand on perd son papa, sa maman, quand on est un décortiqueur comme vous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Ça dépend chez qui. Vous savez, on est Moi, tous... je parle de vous. Ah, mais ici, on parle de moi. Moi, j'ai une particularité. Vous savez, pour connaître le bon, pour connaître tout ce que j'ai appris et tout ce que je sais plus ou moins, il faut d'abord bien se connaître soi-même. C'est peut-être ça qui m'a guidé vers la psychiatrie. Pour me connaître moi-même. Parce que j'ai passé tous les... J'ai raconté ma rencontre avec Lacan dans les caves de l'hôpital à Paris, où il m'a dégoûté de la psychiatrie parce qu'il n'avait aucun sens humain que je trouvais. Petit A, grand A, il écrivait tout ça au tableau en tournant le dos. Aucune empathie vis-à-vis des personnes qu'il interrogeait. Mais j'ai fait de la psychanalyse moi-même. J'ai fait quelques années de psychanalyse. Je me suis couché sur le divan.
J'ai fait la psychanalyse, j'ai fait du cognitivo-comportementalisme, j'ai fait des thérapies familiales, j'ai tâté un peu de tout. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que moi, j'essayais de savoir l'angoisse ou le nœud lorsque le père disparaît. Eh bien, il n'y a pas eu de nœud. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Il n'y a pas eu de nœud. Il n'y a pas eu de nœud. Pour délier des nœuds, nous avons des liens. Donc je me lie avec tout le monde, facilement. Pour délier des nœuds, nous avons des liens. C'est aussi un jeu de mots, mais que j'aime bien beaucoup, que je dis à mes patients encore, que j'ai dit pendant toute ma carrière, que je dis encore à certains patients. Chez moi, il n'y a pas eu tout ça. Parce que je me suis fait à l'idée depuis longtemps, tout comme j'ai écrit ici aussi, j'ai toujours eu le sentiment dans mon dernier livre, j'ai dit de faire, dans la préface, je crois que j'ai écrit ça, de faire ce que je voulais faire. Sauf Denise n'est pas d'accord. Nelly n'est pas d'accord. Sauf naître, oui, sauf mais, Nelly. Mais Nelly n'est pas d'accord. Elle vous tient la bride. Elle tient la bride et la longe. Elle l'allonge un peu, la longe. Voilà, mais c'est vrai. Mais elle tient la bride. Ça a été dur pour vous. Parce que vous le dites aussi. Je le dis, non, ça n'a pas été dur. Mais c'est une preuve d'amour de l'accepter. C'est une preuve d'amour de l'accepter. J'accepte toujours des critiques quand elles sont bien fondées. Et je dis d'ailleurs, on était un peu la même, puisque je me suis marié avec une juive, mais pas tout à fait, puisque moi je suis ashkénaze, elle est séfarade. Et quelque part, en y réfléchissant après, je me suis dit, je veux changer d'horizon. Ça ne me va pas. Les gens que je connaissais ici à Bruxelles, dont on a voulu me marier de nombreuses fois avec des jeunes filles du cru d'ici, ça ne m'allait pas. Je voulais changer d'horizon. J'étais à Strasbourg, j'étais à Paris, j'étais un peu partout. Et je crois que c'est aussi une de mes motivations au voyage. Voilà. C'est de voir du monde nouveau, d'autres horizons. Et je trouve que c'est très bien. Et je raconte aussi dans la préface que mes filles ont fait la même chose. Elles sont toutes les deux médecins. Mais pas comme nous. Ma femme était dentiste. Moi j'étais psychiatre, je suis encore un peu psychiatre. De quoi voulez-vous qu'on parle le soir? Parler de médecine? Ce qu'on a vu. Voilà. Alors nos filles, une a choisi la pédiatrie, le développement humain. Et là, elle s'est formée à l'hypnose. Parce qu'elle raconte qu'elle soigne mieux les petits-enfants. Elle doit leur donner beaucoup moins de médicaments. Ils sont beaucoup plus réceptifs aux histoires qu'elle raconte à des séances d'hypnose. Elle fait du storytelling. Elle fait du storytelling, exactement. Et l'autre, je la surprends en parler, l'autre qui est ORL. Qui demande au niveau des dents, voilà, s'il y a pas le palais qui se perce. Voilà, exactement. Elle discute avec ma femme de différentes choses. Donc, on a toujours voulu. Je crois que la diversité, c'est ça qui fait notre richesse. Et les Juifs, j'ai entendu hier à la télé, sur la 3e chaîne belge, une émission Juifs et Palestiniens. On avait promis le même pays à deux peuples. Oui et non. Ces deux peuples ont toujours vécu là-bas. Ont toujours vécu là-bas. Oui, c'était dans le même village. Et ils s'entendaient à merveille. Oui. Ma femme est d'Algérie. Son père était viticulteur. Ils s'entendaient avec les copains arabes et tous les... Ces gens s'entendaient à merveille. S'il n'y avait pas eu les Français d'origine. Et quand on lui demandait depuis quand tu es là, Georges, ici en Algérie, il dit mes arrière-grands-parents étaient déjà ici. Je crois qu'ils ont fui l'Espagne. Donc, voilà. Vous parlez souvent de la force de l'imaginaire. Ah, oui, l'imaginaire. Alors, on ne ça, sait pas. C'est une grande histoire. C'est une très grande histoire. Vous savez, je me suis intéressé un peu, on ne s'intéresse toujours qu'à ce qu'on s'intéresse. Si vous permettez la formule. On ne s'intéresse toujours qu'à ce qu'on s'intéresse. Ça vous permet un petit peu d'oublier les autres qui ne vous intéressent pas. Voilà, les autres ne m'intéressent pas. Parce que les autres s'intéressent à d'autres choses. Et ça me permet, vous me demandiez quand le père disparaît, mais je vous ai dit, mon père m'a toujours laissé faire ce que je voulais faire. Je voulais faire la politique. Grande liberté.
Oh, les médecines. Et tu te débrouilles, tu fais ce que tu Il veux. faisait quoi, Papa Pelk? Il était artisan maroquinier. Il aimait Artisan, bien. ça c'est beau ça. Moi C'est j'ai très vécu beau. dans le cuir étant tout jeune aussi. C'est vrai. Mais mon grand-père était un sabotier. Un sabotier, il faisait Voilà, des sabots. Ma grand-mère, je me souviens, clouait des clous pour les garnir ou les mettre en couleur et en vernis. Très beau, très Et beau. donc voilà, donc, et artisan maroquinier, je vois. Artisan, il aimait bien artisan. Ah oui, oui. Il a travaillé dans un grenier. On était à la rue Joseph Clase à Saint-Gilles. Comme ça que j'étais voilà. à l'école communale de Saint-Gilles et puis à l'Athénée de Saint-Gilles. On habitait dans le bas de Saint-Gilles, près de la gare de Midi. Et je me rappelle qu'il avait fait le choix de faire des grands sacs de voyage. Vous avez encore le parfum Ouais, du cuir? du cuir, ouais. Je me rappelle quand les délégués venaient montrer des pots. Des peaux. Des pots. C'était enivrant. Hein, il livrait le truc, il les déballait, et alors on a l'odeur du cuir. Et ma mère devait aider mon père, elle cousait à la machine tous les trucs. Et nous, on coupait, quand on rentrait de l'école, on devait couper les lanières pour porter alors, les grands vous parlez de ça. Mon père avait une bobine de fine lanière qui était tout compte fait ce qu'on mettait sur les sandales fabrication Knepp. Ah oui. Vous savez, c'était le dessus en cuir avec une bordure et on piquait tout autour. Il avait un jour pris un morceau d'une ancienne poignée d'une casserole, il avait coupé, il avait fabriqué un martinet. Il n'a jamais frappé avec, mais pour moi on l'avait foutu en rage un jour ou l'autre. Je me souviens toujours, vous parliez de lanières qu'il a découpées, de ces lanières et qu'il nous a fabriqué un martinet. J'imagine. Mais donc, ce cuir. Oui, ce cuir. Je parle aussi du cuir parce que sur les sabots il y avait des bris dans le cuir. Oui, tout à fait. Donc c'est ça, ce parfum de cuir, c'est très prenant. Oui, je me rappelle, on se cachait parce que quand j'étais enfant, j'étais très timide. Quand il y avait des invités, des amis qui venaient à la maison, on mangeait un bout le soir, etc. On se cachait sous la table, on permettait de soulever les jupes et de voir sous les jupes. C'était un truc quand on était des sales gamins, comme on était. Mais on a fait les 400 coups. Mais donc j'étais très timide et quand je montais à l'atelier pour couper les courroies, on coupait, mais on se cachait sous la machine à coudre, on se cachait là-dessus. Donc l'imaginaire fonctionnait déjà quand vous souleviez. Alors l'imaginaire, vous savez, je me suis fait à l'idée, en travaillant les choses, en réfléchissant un peu à toutes ces choses-là, je me suis fait à l'idée que l'imaginaire, vous savez, on peut se créer un monde, ça dépend. Je peux voir cette tenture, je peux dire elle est dégueulasse, ou je peux dire quelle tenture magnifique. Je vois un tableau, je dis mais quelle femme magnifique, quel regard, quel truc magnifique. J'imagine des choses, ça dépend par quel bout on le prend. Et j'ai toujours été un grand optimiste, j'ai toujours vu les choses du bon côté. C'est pour ça que je vous ai dit en pestant sur les journalistes qui diffusent, là, ils font leur boulot, ils font pas notre boulot. Non. On est là aussi. Et donc vous essayez d'entraîner vos patients dans la création de leur imaginaire. De leur imaginaire. Pas le vôtre, mais le leur. Surtout pas le mien. Voilà. Surtout pas le mien, parce que le mien il est biaisé. Il me convient à moi, il ne convient pas à eux. Et ça, les gens ne comprennent pas toujours. Ils ne comprennent pas, non. Tout à l'heure, une patiente me téléphone et me dit elle est en pleine dépression, elle fait un burn-out parce qu'au boulot, elle est chef comptable dans une grande boîte. Elle est épuisée, on la tord un peu dans tous les sens. Et alors elle me dit, oui, j'ai envie d'aller chez une commune. Je dis, mais allez-y alors, débrouillez-vous avec votre mari, allez-y. C'est pas mon choix, mais c'est son choix à elle. Il faut se mettre à la place de quelqu'un d'autre et laisser son imaginaire se créer. Et quand le monde est trop dégueulasse, parce que le monde, il est dégueulasse ou il n'est pas dégueulasse, ça dépend comment vous prenez et vous voyez les choses. Mais si vous êtes en dépression, vous avez une idée en tête, c'est vouloir crever. Parce qu'alors votre douleur cesse. C'est la seule motivation que vous avez. Tandis que vous les prenez par la main dans leur inconscient pour leur faire prendre conscience qu'il y a des belles choses. Il y a des magnifiques choses. Regardez un peu ça. Laissez fonctionner votre imaginaire, regardez cette belle fleur. Regardez cette belle chose. Et alors on essaie de retravailler, et c'est ce qu'on, dans le livre précédent, à l'école du bien-être, c'est pour ça que je pense. Malheureusement, gens et dirigeants, on sait influencer les gens. Il y a le meilleur et le pire, et la pire des choses, les pires des choses. Il y a les meilleures et les pires des choses qu'on peut susciter chez les personnes. C'est pour ça qu'on a fait de tout un peuple, les Allemands, les nazis,
pendant la Deuxième Ça veut Guerre dire par mondiale. là que vous devez quand même fédérer les enseignants. Ah oui, il faut fédérer. Il faut jouer son rôle, c'est tout. Mhm. Si vous êtes le chef. Et je trouve qu'actuellement, où les gens sont déboussolés, ils ont eu le Covid, et moi j'ai très bien supporté parce que j'ai d'autres choses à faire, et je m'occupe très bien de moi-même. Je ne m'occupe pas des autres, je m'occupe très bien de moi-même. Mais il y a des gens qui sont déboussolés parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas s'amuser, ils ne peuvent pas voir des gens. Vous savez, la chose la plus importante, c'est les liens sécures. C'est comme dit dans notre jargon. Pourquoi sécure? Que ça sécurise tout le monde. Être en contact avec une autre personne. Surtout si elle n'est pas de votre avis. C'est pour ça qu'on a inventé à l'école du bien-être, on a inventé une pédagogie. J'ai été voir les quelques ministres de l'éducation qui ont défilé ces dernières années ici en Belgique. Encore l'actuel, qui est de la communauté Wallonie-Bruxelles, c'est, comment elle s'appelle encore? Il y a Madame Désir. Désir, dont le Caroline. père, Georges non Désir. pas Georges Désir, Ah non, c'est c'est le grand-père. son grand-père. Georges Désir, le grand-père, qui était le Oui. bourgmestre d'une commune de Bruxelles. Une commune. Moi, je le connaissais comme... Mais il y a le fils. D'accord. Et le fils, il est devenu socialiste pour prendre le contre-pied de son père, parce qu'il en avait D'accord, marre. Ah, ouais. Il en avait marre de son père. La vengeance. Quoi. Mais il est devenu un grand ponte, D'accord. Daniel Désir. Il est devenu Ah, un ça, grand je ponte, c'était un médecin. D'accord. Et il a fait la direction médicale. Et j'ai eu la mauvaise idée de créer avec la fac de psycho cette formation intégrée, la MIS, maîtrise en management des institutions de santé et de soins. Parce que je trouvais que les économistes qui dirigeaient les hôpitaux ne connaissaient rien à la médecine, et les médecins ne connaissaient rien à la gestion, au calcul. Alors j'ai dit, si on met ces gens ensemble, de nouveau encore fédérés, quoi. on fédère encore, on fédère. Alors je la retrouve, Désir, c'est la fille de Daniel Désir, qui était directeur général de Bruxelles pendant des années. Je me suis battu avec lui, je me suis bagarré, il m'a emmerdé. Et moi je l'ai emmerdé. D'accord. Aussi. Daniel Désir. Parce que j'ai eu comme fonction aussi, à un certain moment, notre directeur médical est tombé malade. Il est mort entre-temps. Il est tombé malade. Et bon, on m'a demandé, j'ai commencé par dire non, et puis j'ai dit oui un peu, 1 an, 2 ans, et puis j'ai resté 4 ans comme directeur médical à Bruckmann. Donc j'ai fédéré aussi l'ensemble. Alors, vous arrivez à la stimulation. Oui, exactement. Je trouve que la stimulation... Voilà. Ça, c'est encore un de vos grands dadas, ça. C'est Donc, il faut, fédérer, il faut partir, il faut imaginer, il faut imaginer, il faut fédérer, et puis c'est pas fini, mes amis, il faut maintenant stimuler. Stimuler. Eh bien, tout ça, on le retrouve dans le mécanisme de l'apprentissage. Notre cerveau fonctionne exactement comme ça. C'est basique, c'est basique. Mais oui, mais il faut le dire. Oui. You use it or you lose it, disent les Américains. Vous l'utilisez ou vous le perdez. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le, le repolissez. C'est exactement la même chose. Et le par cœur, on en revient au par cœur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, on connaît par cœur la table de multiplication. Pourquoi c'est utile? Parce que quand vous connaissez par cœur, ça se loge, cette fonction se loge dans un autre cerveau et ça libère votre mémoire de travail qui est de nouveau disponible pour faire autre chose. Il faut être attentif aux choses, mais pas trop attentif. Si l'attention forcée est le grand art, l'art royal est l'oubli aussi. Alors, imaginons un petit peu. Lorsque vous avez imaginé, conçu, conceptualisé ça, et qu'il y a votre ami Lorraine qui vous regarde une fois ici, et que vous voyez tout ça en couleur sur un écran. Ouais. Ben je dis c'est bien. C'est époustouflant. C'est époustouflant. Non. C'est époustouflant, mais il ne faut pas que nous, les humains, on se laisse dépasser par cette technologie. Non, mais ça veut dire par là que vous, en tant que précurseur, vous étiez dans la bonne voie. Oui, j'étais dans la bonne voie, parce que je voyais tout ça. Mais seulement, moi j'ai toujours cru au dicton populaire, ce que disent les gens. Voilà. J'ai dit d'ailleurs, à mon premier livre, la souffrance psychique, comprendre, écouter d'abord, d'abord écouter.
Puis comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Pour lui, pas pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui Assimiler. Quand il me dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Comprendre. Et puis soigner, éventuellement. Primum non nocere. D'abord ne pas nuire. Alors on peut soigner. Quand je vois l'oreille à Liège qui me montre sur des écrans toutes ces choses-là, je dis c'est magnifique. On peut visualiser et c'est comme ça qu'on peut progresser. Qu'on peut progresser. Parce qu'on retrouve maintenant, et je me rends compte que tous les dictons populaires, il faut y croire aux dictons populaires. Pourquoi? Ils ont traversé des siècles. Ils ont traversé des siècles. Ils sont là dans le subconscient. Ils sont toujours là, dans le subconscient. Il suffit de comme vous dites, c'est ça qui crée l'automatisme. Et c'est ce qui crée. Et les automatismes, le par cœur, libère la mémoire de travail. Donc le par cœur est nécessaire. Oui. C'est vrai. Je dis à mes petites filles qui ont refait la médecine, j'en ai 3 déjà sur les 5 qui sont en médecine. Une qui est en 4e et 2 autres qui viennent d'entrer en première année. On va voir si ça va réussir ou pas. Mais... Il y en a une qui est française et l'autre suédoise. Suédoise, voilà. Oui, de beaux-fils. Vous parlez de vos beaux-fils, hein? Ils ont l'air d'être des chouettes gars, hein? Ce serait chouette. Je les prends comme ils sont. Ils sont très différents. Oui. Ils sont très différents. Le français qui vient d'Aix-en-Provence est un mec du Grand Sud. Donc c'est un blagueur, c'est un osseur, un blagueur. Ça me va très bien. Ça vous va, ça? Tout me va très bien. L'autre est un type Steiff, suédois. Ils suivent la règle c'est ça. Et ça vous va aussi, ça? Ça me va aussi. Donc tout me va. Tout me va. Je me mets au diapason des gens. Il faut pouvoir. C'est ça l'empathie. C'est ça la théorie de l'esprit. Il y a un grand neurophysiologiste indien, Ramachandran, Viljanour Ramachandran, oui, c'est ça son nom, qui s'est intéressé beaucoup à ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, effectivement, on a un cerveau, mais c'est bizarre, on a tous les mêmes stimulations. Quand je suis dans cette chambre, j'ai les mêmes stimulations que vous. Pourtant, vous pensez à d'autres choses et moi je pense à autre chose. Je dis autre chose et je pense à autre chose. Donc il a dit, on a un cerveau, mais on a aussi un esprit. Ah, c'est ça la spiritualité. Alors la spiritualité, vous en parliez tout à l'heure. Moi je voulais parler de Thierry Janssen. Thierry Janssen est un type remarquable. Parce que quel... Je ne vais pas dire un dérapage, mais quel changement dans sa carrière. Il a fait un très gros changement. Et c'est pas lui qui était d'abord médecin généraliste, puis il a fait les techniques psychologiques. Est-ce qu'il n'a pas été en urologie? Il a été en urologie. En urologie, oui, c'est ça. Urologie. 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 En urologie. Urologie. Thierry Janssen, il a changé de cap complètement. Mais c'est presque devenu un gourou maintenant. Oui, non, mais il est bien. Mais il ne fait que ça, c'est comme Boris Cyrulnik, tout c'est un gourou. Résilience, on parle, on cite que Boris Cyrulnik. On dit toujours que Pelk a le crachoir, mais je pense que Cyrulnik l'a aussi. Cyrulnik, il a le crachoir, mais il a une érudition que moi je n'ai pas. Il a une érudition, il a été dans le détail des choses. Il peut vous parler, moi je suis toujours ébahi quand je l'entends à la télé, on entend, dès qu'on ouvre la télé, on entend les émissions littéraires, mais il en a fait son métier. Oui. Quand il dit qu'il voit des patients, mais il ne voit pas beaucoup de patients, il voit des patients. Il y a des gens patients. Il écrit. D'accord. Mais il a combien de bouquins derrière lui. Donc il a une grande expérience. Et chez Odile Jacob, là, il écrit n'importe quoi, on le prend tout de suite. On le prend tout de suite. Mais il a une vie. Eh bien, il illustre très bien ce que Nicolas Taleb a raconté dans son Antifragile et dans tous ses autres livres. Vous savez, tous les écrivains, ceux qui percent bien... C'est qu'il y a quelque chose en eux qui... C'est un exutoire. Il y a quelque chose, ils ont besoin de cette culture. Voilà. Ils ont besoin de faire autre chose. Ils imaginent autre chose. Les grands romanciers. Et il y a que les gens... Moi, je ne pourrais jamais écrire des romans. Je m'intéresse aux choses, je prends... Cartésien, oui et non. Non, un chat, c'est un chat avec vous. Un chat, c'est un chat. Oui, non, il faut que j'ai le chat.
et pas le chat de la voisine, mais il faut que j'ai le chat. Oui, un chat, c'est un chat. Donc il faut que ce soit cerné, mais... Parce que je viens là, quand il y a quelque chose, c'est comme ça. Je prends, on était, je ne sais plus où, un jeune, un jeune qui avait été adopté, un jeune indien, je pense, ou un jeune asiatique, qui avait été adopté par des parents belges, et qui se posait la question de retrouver ses sources, ses origines. Ouais. Et quand vous lui avez répondu, mais tes origines, c'est ici, c'est tes parents adoptifs qui sont dans la salle avec toi, la famille, c'est ça. Si tu veux découvrir une autre culture, va découvrir une autre culture. Fais la démarche, vas-y. Voilà. Fais-le. Donc, ben, vous, directement, et le type, qu'est-ce qu'il a été vous trouver par après? Il a dit, mais on ne m'a jamais parlé comme ça. Et c'est exact ce que vous venez de dire. C'est vrai, il faut mettre les points sur les i, il faut dire les choses. Les gens qui s'occupent des autres, c'est ça les vrais parents. Voilà. C'est ce qui a fait des drames d'ailleurs après la guerre. Le président actuel de l'enfant caché, c'est Nissenholz, vous le connaissez peut-être, il était prof à l'ULB de littérature. C'est le spécialiste de Charlie Chaplin. Il a écrit beaucoup sur sur Charlie Chaplin, etc. Adolphe, comment est-ce qu'on peut appeler un gosse juif Adolphe pendant la guerre? Il est né en 1939, je crois. Adolphe Nissenholz. Ses parents ont disparu. Il en a voulu pendant des années à ses parents parce qu'ils ne se sont pas protégés. On parle. Ça nous permet de respirer un peu. Vous voulez boire un verre d'eau? Non, c'est bien. Non, une chimée? Non, surtout pas. Surtout pas une chimée, je vais encore rentrer. Non, mais nous parlons un petit peu, donc on parlait de Thierry Janssen, on parlait un petit peu de la spiritualité, ou bien c'est plutôt une philosophie qu'il veut partager? Alors, je vous disais que j'ai été très ébahi. Que voulez-vous? Il faut être universaliste et il faut être local aussi. On se connaît, on connaît les gens qu'on connaît. Vous savez, pendant que nous parlons maintenant, il y a sans doute des dizaines, si pas des centaines, de petits Chinois qui meurent. Ça me touche. Pas trop. Je vais être honnête, pas trop. Par contre, si on me téléphone maintenant, pour madame s'est tordu la cheville ou quoi? Que madame s'est tordu la cheville, donc la proximité, dont j'ai voulu... Est-ce qu'il y a des valeurs universelles, des choses auxquelles je tiens? Est-ce qu'il y a des valeurs universelles? J'ai trouvé un type, parce que les dernières années j'ai beaucoup été en Israël, ma sœur habitait là-bas. J'ai commencé à vous dire que ces filles ont claqué la porte de la maison parce que leur père était un peu déboussolé. À 20 ans, donc il y a longtemps, elles ont 50 ans maintenant, 30, 40 ans, elles sont parties en Israël. Elles n'ont pas fait de carrière magnifique, mais elles étaient heureuses. À la mort de mon beau-frère, qui est décédé il y a 15 ans, 16 ans, quand j'ai pris ma retraite, j'ai poussé ma sœur à rejoindre ses filles en Israël. Elle a eu une vie magnifique, de contacts, de connaissances, de nouvelles personnes, de ci, de ça. Elle n'avait plus l'abri autour du cou. Elle a vécu à son niveau, parce que ce n'est pas une fille qui réfléchit beaucoup, qui fait les choses, mais elle a eu une vie sociale magnifique, relationnelle magnifique. Donc j'étais beaucoup la voir en Israël les dernières années. J'ai découvert là un prof d'UNIF, par des écrits en anglais, sur Internet, qui s'appelle Shalom Schwartz, un prof d'UNIF de psychologie, qui a passé toute sa carrière à étudier des valeurs. Existe-t-il des valeurs universelles? Est-ce qu'il existe ou est-ce que c'est un consensus? Nous avons notre propre universalité. Donc ça dépend. On a notre propre universalité, mais il y a quand même des choses qui restent. Par exemple, l'autonomie. On aime bien être autonome. On n'aime pas que il y a des gens qui ont l'angoisse d'être seuls. Oui. Il y a des gens qui aiment bien d'être accompagnés. Il y a un peu de ces choses-là. Il y a des caractéristiques, mais ces gens-là souffrent et ils demandent à se faire aider. Ils sont sociaux. Ils ne sont pas très heureux. Ils souffrent. Avec la Covid, quand les gens étaient enfermés, ils étaient isolés, il y a beaucoup de gens qui ont souffert, effectivement, parce qu'ils étaient isolés, ils ne pouvaient pas aller au café, boire une chimée ou boire un truc.
Moi je bois, mais ça ne me manque pas quand je bois pas. Ça va très bien. Donc il a passé toute sa carrière académique. Vous savez, quand vous êtes en période de travail académique, vous devez produire, hein, parce que c'est à votre production que l'on sous-paye ça au kilo près, et on dit celui-là, quand il y a des choix de carrière, on prend plutôt celui-là que celui-là, il y a des décisions facultaires, et c'est au nombre de publications. On ne se demande pas si vous êtes un type bien ou pas, on regarde les publications. Vous avez publié dans Nature, ou dans Science, ou dans des revues internationales, avec des comités de lecture très sophistiqués, on prend les écrits. D'ailleurs, on vous demande de faire votre CV, d'abord dans des grandes revues internationales et comités de lecture sélectifs, en anglais, à Stablis. Et puis après, il y a les trucs locaux, etc. Tout ça est vrai, mais ça ne fait pas le bonheur des gens. Ça fait pas le bonheur des gens. Comment avez-vous vécu ce côté-là, les publications? Très bien. Très bien, mais maintenant je me rends compte que, oui et non, oui et non. Très bien, je me rends compte, j'ai passé beaucoup de temps à faire des réunions, quand on sortait de la réunion, rebelote, on était au même stade qu'avant la réunion. Peut-être oui, peut-être non. C'est peut-être grâce à tout ça, la tchatch, comme on dit, le fait de parler, de reparler, qu'on amasse une connaissance, ou qu'on amasse une idée un peu plus large que le commun des mortels, un peu plus large. Donc je crois que ça n'a pas été utile tout ça. On parle. Un grand parleur, un grand causeur, c'est vous, c'est Isipel. Mais dans la plume, on retrouve évidemment, c'est le fait que vous ne dites pas des choses inutiles. Non. Vous allez toujours à l'essentiel. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui fait que ce ne sont pas des bouquins qui sont des briques, mais qui sont des livres qu'on assimile, ils sont concis, ils sont précis. Et c'est pour ça qu'après 3 bouquins ici, on a une connaissance de la psychiatrie d'une façon nouvelle, je trouve. Bien, parce que ces trois visions, ces 3 chemins différents, mais qui se rejoignent, ça je dois dire, ça j'ai toujours apprécié un petit peu. Vous me faites un grand plaisir, parce que c'est le but que j'ai recherché, c'est ce que j'ai recherché en les écrivant. Et pour le moment, Jean est dirigeant. Ça, c'est le prochain. Je suis à 60 pages. Voilà. Et je me demande si je dois faire plus ou moins. Je me creuse un peu la tête, qu'est-ce que je peux... Je réduis à l'essentiel. Je trouve qu'une phrase, quand on a dit quelque chose, on l'a dit. Et surtout quand elle est bien écrite. Avec pour délier des nœuds, nous on des liens. Voilà. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Mais là, vous allez loin avec les gens et dirigeants, ça peut en percuter quelques-uns. Gens et dirigeants. Vous allez en déstabiliser quelques-uns. J'ai écrit une carte blanche, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans Le Soir, il y a quelques mois. J'ai écrit une carte blanche qu'ils ont acceptée. Je leur ai proposé plusieurs, mais celle-là, elle a été acceptée. Et j'ai dit, les partis doivent partir. Les partis doivent partir. La démocratie, c'est bien, mais les partis doivent partir. Parce qu'on peut être fidèle à un parti et fidèle aux réalités. Allez, il y a les inondations maintenant. Regardez ces citoyens qui se débrouillent. On dit, et le citoyen devrait un petit peu mettre le holà au parti et dire, écoutez, vous êtes quand même nos représentants, on ne veut pas être à la botte. C'est nous qui vous payons, voilà. C'est pas vous qui me payez. Nous, on vous paye. Il n'y a pas encore eu un mouvement citoyen pour dire ça, c'est bizarre. Il y a des... Vous savez, la Belgique est un pays calme, hein, contrairement aux Français. Les Français parlent beaucoup, ils défilent beaucoup, font des manifestations beaucoup, ils crient beaucoup, et font des saloperies. Les Belges sont des gens beaucoup plus raisonnables. Pourquoi? Parce qu'ils ont la diversité. Il y a les Français, les francophones, les Flamands, les Bruxellois, les Allemands, ils existent aussi. Eupen et tout ça. Et maintenant, nous avons toute l'assimilation qui est venue se... Puis il y a toute l'assimilation, ça nous donne une richesse. Voilà. Moi, je suis très heureux. Déjà culinaire. Hein? Déjà culinaire, exactement. Je suis très heureux d'avoir une femme qui me tient à la bride et qui a d'autres idées que moi. Donc, c'est ça les ateliers du bien-être. À l'école du bien-être, il faut parler. S'écouter, c'est commencer à s'entendre. Vous savez, il y a un mystère en neurophysiologie, il y a quelques mystères qui persistent. C'est pour ça que certaines personnes qui ont été des scientifiques très ardus, des laïcs très ardus, à la fin de leur vie, ils deviennent religieux,
s'est dit, c'est pas possible. Moi, je crois que c'est possible. Parce qu'on ne choisit pas. Mais on est bien quand on est comme ça. On est bien parce qu'on est en contemplation avec soi-même. Oui. C'est un moment de bonheur, ça. Oui, c'est un grand moment. D'ailleurs, vous l'avez dit dans quelque part, papa, j'ai envie de rien faire. Une de mes filles. J'ai envie de rien faire. De rien faire. Nous, on voulait l'occuper. Elle ne s'est jamais occupée. Les mercredis après-midi de sport, de machin, de trucs, d'activités. Puis elle a dit, foutez-moi un peu la paix. Voilà. Moi, j'ai envie que certains mercredis, je ne fasse rien. Ça m'a amené à l'hypnose, ça m'a amené à la relaxation, ça m'a amené... Voilà. Ne rien faire, c'est pas ne rien faire, c'est s'occuper de soi. Voilà. C'est s'occuper de soi. C'est toujours un enfant qui a le dernier mot. Et les enfants, ils ont cette richesse. Ils ont cette richesse naturelle que nous, on est pris par nos habitudes. Eh bien, étant gamin, souvenez-vous ce qu'on a dit dès le départ. Vous les avez manipulés. Je les ai manipulés. Professeur Pell. J'ai quand même terminé là-dessus. J'étais beaucoup en Israël ces dernières années. J'ai découvert ce prof de psychologie, Shalom Schwartz, qui a passé sa vie sur les valeurs universelles. Il a dégoté 10 valeurs universelles en faisant des analyses sérieuses, des analyses de... Vous ne le citez pas dans le... Si, je l'ai cité. Qu'est-ce qui va avec quoi? Voilà. J'ai fait ça dans ma thèse aussi, d'ailleurs, dont je connais un peu, l'analyse factorielle. Quels sont les grands facteurs qu'on peut dégager? Il a dégagé 10 grands facteurs, il y a 10 valeurs universelles. Après, je suis retombé sur des articles d'autres personnes qui habitent d'autres endroits, dans le Maghreb, en Afrique, en Asie, etc., qui disent exactement la même chose. Ce n'est pas un consensus entre les gens qui fait qu'il y a des valeurs universelles, ce sont des besoins fondamentaux. Il en a défini 10. Il y a la stimulation, que vous évoquiez, que vous me rappeliez en début de notre entretien. Il y a les liens, il y a l'autonomie. On aime bien être autonome, mais on ne choisit pas tout. Sa naissance, on ne choisit pas. Moi, je suis né dans une famille juive. C'est comme la mort, on ne va pas la choisir. Et la mort non plus, on ne va pas la choisir. Pas toujours. Pas toujours. On choisit un peu celui qui dit oh, je vais mourir aujourd'hui et pas demain. Mais d'habitude, ça ne se passe quand même pas comme ça. On ne choisit pas. On ne choisit pas comment, de quoi on va mourir et quand on va mourir. Et puis, il est tombé sur des choses que les gens disaient. Ça, c'est plus fort que moi. Ça me dépasse. C'est au-dessus de moi. Et il ne savait pas. Il n'y avait pas de modèle mathématique qui permettait de mettre tous ces éléments ensemble. Vous savez comment il a appelé ça? La spiritualité. La spiritualité. C'est l'essence même du terme. L'esprit. Oui, l'esprit. L'esprit. Ça me dépasse. C'est comme ça et c'est pas autrement. Oui. C'est ce que disent les gens qui disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Il n'y a pas que la rationalité. La rationalité est une excellente chose. On doit vivre avec... Je vis aussi comme ça. Un chat est un chat, pour me le rappeler. Mais il y a aussi la spiritualité. On est bien quand même avec des gens qui pensent autrement, parce que quand ces gens pensent autrement, ils ont un autre esprit. Tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Mais là vous faites preuve, je veux dire, d'ouverture. Il y en a d'autres qui ne vont pas faire preuve d'ouverture et qui vont vous imposer. Ça ne va pas. On fait le meilleur et le pire. Gens et dirigeants. Voilà. Et ça, notre cerveau, celui qui a découvert la neuroplasticité, ça c'était une découverte remarquable. Vous savez que... Qui a découvert ça? Ramon y Cajal, en 1906. En 1906. Ramon y Cajal, un anatomiste espagnol. Je vais vous faire dire une fois le nom du volcan irlandais à l'enfer. Oh, oui, c'est impossible de dire son nom. Ramon y Cajal, la neuroplasticité, ça explique le Big Bang. On est parti pour une autre conférence. Oui, parce que ça explique que de rien peut naître quelque chose. Comment est-ce que de rien, on peut naître... Comment de l'inanimé, on peut être animé. Eh bien oui, c'est possible. Et on n'a pas besoin d'un Dieu, on n'a pas besoin d'un créateur, on n'a pas besoin de personnes extérieures. Non, mais nous sommes Dieu, nous sommes les créateurs, tout le monde. Voilà, nous sommes. Il y a eu sans doute des expériences multiples où tout a raté. Ce qui ne marche pas, voilà. Au rebut, les poubelles. Et puis on vient ramasser. C'est comme on dit tantôt avec les gens, moi c'est ma sphère,
j'écoute un peu, mais c'est ma sphère. C'est ma sphère. C'est le noyau, c'est ma famille, c'est des amis. Et Noah Harari, dont on jure beaucoup, Yuval Noah Harari, aussi un Israélien, un prof d'histoire, un historien. Moi j'aime bien les historiens. Parce que les historiens, ils savent d'où ils viennent, et ils étudient quand on ne sait pas d'où on vient. Ils expliquent l'avenir déjà. Eh bien, Yuval Noah Harari dit qu'il fait de la méditation 2 heures tous les jours. Et il part 1 mois en retraite tous les ans pour se retrouver seul. À côté de ça, il réfléchit sur les choses. On dit que c'est un des plus grands esprits de notre temps. C'est vrai que les bouquins qu'il a écrits, vous les avez sûrement lus, l'histoire du 21e siècle, là, il ne savait plus quoi dire, c'était son 3e. Il ne savait plus quoi dire. Il est là, il y avait il y avait Sapiens, Sapiens, Homo sapiens. voilà, Homo sapiens, Et alors l'autre, Homo Deus, voilà, Homo Deus, et le 3e c'est 21e siècle pour, pour 21 leçons. Leçons pour 21e Voilà, siècle. je l'ai mis là, Pour parce le que vous en 21e. parlez aussi dans Voilà, votre ouvrage. exactement. Eh bien là, il ne savait plus quoi dire, donc il a dit je vais dire 21 histoires pour le 21e siècle. Ça. Mais il raconte des choses remarquables, c'est une réflexion remarquable. Nous, on a un ami qui est écrivain. Ce type fait de la méditation 2 heures par jour. Oh, oui. Il faut faire autre chose que ce qu'on a Il là. fait autre chose. Il est avocat, mais immanquablement, il écrit un roman tous les 4 ans. Le roman sort, il le montre un peu à gauche, à droite, puis vous ne le voyez plus, ce type disparaît. Il reprend son métier, il reprend sa méditation. C'est ça. Il y a des gens qui vivent heureux. Oui, bien sûr. Il faut trouver ce qui convient. Les gens qui habitent dans les Alpes, ou bien qui habitent à la côte, qui peuvent aller le long de la... Mais évidemment. Voilà. Il faut trouver ce qui nous convient. Et ce qui nous convient, et ça s'amplifie. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et on est en développement. Il y a 2 choses qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on n'est pas seul. Il y a peut-être des humains. On a développé, on a créé avec l'évolution, mais sur des milliers d'années. C'est pour ça que l'Afghanistan, 20 ans, c'est rien au niveau cosmique. Au niveau cosmique, c'est rien, 20 ans. 20 ans, c'est rien. En 20 ans, on ne savait rien faire. Et la démocratie ne s'impose pas. Au Mali non plus, au truc non plus. Il faut que les gens aillent dans le mur. Vous savez qu'on s'est rendu compte aussi en neurophysiologie, en neurosciences, que l'erreur est fertile. Oui, Il faut faire des erreurs. Mets ta main au-dessus du feu, tu verras. Voilà. Ça brûle. Il faut se faire brûler d'abord pour savoir qu'il ne faut pas s'approcher de quelque chose qui est chaud. On peut vous le dire 10 fois, c'est pas la même chose si que faire l'enfant n'a pas l'expérience. essayé, s'il a quand même grimpé sur le mur et il devait grimper sur le mur. Donc, ce Shalom Schwartz là en Israël, la spiritualité, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ce que disent les gens qui sont un peu... Et mon explication, j'en parle dans le livre aussi, c'est que plus jeune vous influencez à notre âge, on a nos habitudes, nos neurones ont l'habitude crée l'habitude, ça tourne tout seul. C'est une des lois du cognitivo-comportementalisme. On crée une habitude, si vous vous lavez les mains, vous empêchez de vous laver les mains tout le temps, là, il faut se laver les mains. Mais si on empêche, la nouvelle habitude s'installe. Mais si vous le faites et vous le ferez. On le fait automatiquement. On le fait automatiquement. Et l'enfant va suivre aussi. Et l'enfant suit. Donc plus on est jeune, c'est pour ça que les enfants, vous évoquiez les enfants tout à l'heure, qui disent la vérité, enfin qui disent des choses qui nous atteignent, parce qu'ils parlent spontanément, ils disent la vérité, tandis que nous, on parle de choses qui nous conviennent, qui nous arrangent. Et ce qui m'arrange à moi ne vous arrange pas à vous, ne m'arrange pas le voisin, etc. Et ce qui m'arrange, m'arrange. Et donc, plus jeune on est, plus on est sensible à cette neuroplasticité. Or, les parents, vous parliez du père tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a de plus cher, les parents? Tout parent veut transmettre. Que son enfant transmettre, il veut que son enfant soit bien. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut le bonheur, le bien-être de son enfant. Donc il s'en occupe. Donc l'enfant pardonne aux parents. C'est ce que vous voyez dans des procès où des enfants sont maltraités comme on ne peut pas quand on voit ça un peu de l'extérieur. Mais au procès, les enfants disent, mais moi j'ai eu le meilleur père du monde, j'ai eu le meilleur père du monde, il s'est occupé de moi.
Pourquoi? Parce qu'ils associent, ils font du conditionnement associatif, le fait de s'occuper de quelqu'un, lui tendre la main, lui dire je te comprends, je fais ce que tu veux, etc., etc. Et l'idée qu'on met en tête. Donc si on dit il y a un Dieu et c'est lui le meilleur, et vous faites ça très jeune, c'est comme ça que les générations se transmettent des idées et des idéologies s'implantent. Et qu'à un certain moment, les gens disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça a toujours été comme ça dans notre famille et ce sera toujours comme ça. Ce sera toujours, c'est le grand-père qui décide si la petite fille va se marier avec celui-là ou avec celui-là, et pas autrement. Ça a toujours été comme ça et ce sera comme ça. Et si c'est pas comme ça, ça va mal se passer. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le gosse transmet ça. Il accepte peut-être pas au début, et après il accepte. Et puis il fait la même chose. Vous savez que ceux qui battent leur femme ou leur mari ont été des enfants battus tous. Oh, bien souvent, oui. Bien On souvent. va toujours retrouver ça. Tiens, maintenant, autre chose. Comment faire passer ce discours à des jeunes psychiatres? Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas le temps Ils n'ont pas le temps. de lire. Mais c'est parce que... Ils n'ont pas le temps de découvrir Non. toutes les lectures que vous avez. Mais comment faire passer ce message à des jeunes? J'ai essayé, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils ont d'autres objectifs. Voilà. Ils ont l'objectif de réussir. Et il y a une chose, c'est une des réussir, est une des... Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne veut pas réussir? Ou bien c'est un malade. Et on essaie de le soigner. Il y a des gens qui ratent. Mais on voit pourquoi ils ratent, parce qu'ils ont un sentiment de culpabilité. Et ils ratent tout ce qu'ils font, ils entreprennent. Mais sinon, quand on fait quelque chose, on veut réussir, on veut arriver au bout de ce quelque chose et de réussir à faire ça. Je prends le cas de Sarah. Je lui dis, comment aussi, oui, mais papa, j'ai pas le temps. Mais comment t'as pas le temps? Non. Tu Moi, je m'en rends compte tu vas te prendre avec tes enfants, ceci. Oui, mais qu'elle dit, moi, j'ai étudié du droit parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai besoin de Voilà. comme expert, j'ai dû suivre des stages. Mais comment? Je veux dire, la Non, richesse que il vous n'y avez. a pas moyen. Ils ont d'autres priorités. Et notre société est organisée. Je pense qu'il y aurait moyen, mais il faut changer tellement de choses que c'est pas possible. Que personne Ou lors de symposium. Même pas. Parce que là, on parviendra à les monopoliser pendant peut-être un jour. Un jour, mais chacun raconte aussi ce qui l'intéresse. Et si ce qui l'intéresse, c'est ce qui est bon pour sa réussite à lui. Voilà. Parce qu'il sait qu'avec ça... Allez, je vais vous dévoiler ou vous raconter quelque chose. Quand j'étais chef de service, dans tous les services du monde, c'est comme ça, académique, universitaire, le chef de service, il est en dernier lieu, il a parfois pas mis le petit doigt dans l'article, dans le travail qu'a fait un des assistants, mais son nom existe à la fin, Ah, voilà. parce que ça fait monter le poids de ses publications. Point à la ligne. Moi, je reçois encore par Internet, ah, la recherche, machin, il y a un type de Honolulu là, qui a vu votre article. Je n'ai jamais entendu parler de cet article. Sans doute mon nom a été ajouté. Donc c'est pas. On est là pour réussir, l'efficience, on veut que ça marche. En faisant ça, on accumule quand même beaucoup de choses. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non. Ben voilà, je suis très content de vous avoir reçu. Je pense qu'on a explosé le temps. Tout à fait. Mais je pense qu'on se reverra. Merci beaucoup. On se reverra Quand parce qu'on vous a voulez. mille et une choses à pouvoir Quand vous raconter. voulez, encore. oui. Très bien, merci beaucoup en tout C'est cas gentil d'être pour venu. cet accueil. Et merci pour cet accueil qui était très chaleureux. Je vous retrouve toujours, pas une personne, mais un ami avec qui j'aime bien échanger des choses. Donc je vous